Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. On va débrief sur quelques actus, ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mardi 6 septembre 2022 et nous sommes en guerre, dixit Emmanuel Macron. Après le Covid, le président de la République déclare la guerre au gaspillage énergétique pour éviter les coupures de courant cet hiver. Il parle donc de rationner les consommations et sanctionner les récalcitrants. Des mesures qui visent à contrecarrer la rupture d'approvisionnement en gaz par la Russie, mais qui prennent des allures de lutte contre le réchauffement climatique. Une chose est sûre, les prochains mois s'annoncent très difficiles pour les contribuables qui devront s'acquitter de factures d'électricité colossales. Et 1800 nouveaux étudiants intègrent la faculté de Fouilleul pour cette nouvelle année scolaire. Les protocoles sanitaires n'étant plus d'actualité, pour l'instant, les jeunes ont pu effectuer leur rentrée normalement. Le reportage de Maxime Morel. C'est une rentrée particulière parce que depuis 2 ans, nous n'avons pas pu accueillir physiquement nos étudiants sur les campus. Donc là, nous en avons 1800 nouveaux primo-arrivants qui sont fraîchement sortis du lycée, qui nous rejoignent avec un grand plaisir. Donc nous allons placer cette rentrée sous le signe de la modernité et puis de la vie étudiante. Nous allons entreprendre des efforts particuliers pour recevoir ces étudiants et leur offrir une expérience inoubliable au sein de nos campus. Pendant pas mal d'années, on n'a pas eu de vie sur le campus à cause des nombreuses restrictions. Et donc du coup, ça nous tenait à cœur d'être là pour les accueillir, de leur expliquer comment fonctionne l'université pour qu'ils ne soient pas perdus. Et voilà, de faire les choses bien. Ils nous ont bien accueillis, ils nous ont bien expliqué comment allait se passer l'année, ils nous ont bien informés par rapport aux choses qu'ils ont mis en place pour nous et pour nous aider à réussir. Oui, j'ai déjà un peu regardé, on est bien dirigé, donc ça. C'est important, c'est tout nouveau pour nous, on sort du lycée, du coup on est assez bien accompagnés. C'est fondamental qu'ils sachent que de nombreux services, en plus des enseignants, de nombreux services de l'université sont là pour les accompagner au niveau culturel, au niveau social, à tous les niveaux. Il y a beaucoup de services à l'université, beaucoup de systèmes qui sont très différents du lycée. Et donc il faut être là pour les aiguiller, pour ne pas qu'ils soient perdus, parce que c'est important d'être bien sur son campus pour réussir. Et en parlant de rentrée, l'escadron de sécurité routière de Guadeloupe et la compagnie de gendarmerie de Saint-Claude ont de nouveaux commandants. Raphaël Collin et Gilles Boris ont été investis ce matin dans leurs nouvelles fonctions. Le reste en images. J'ai installé dans leurs fonctions ce matin le commandant de l'escadron départemental de sécurité routière et le commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Claude. L'un a une vocation départementale et l'autre a une vocation de circonscription, celle dite de Saint-Claude, mais qui fait toute la côte sous le vent et jusqu'à Capesterre-Vélo. Vous l'avez souligné, pour moi c'est effectivement un plaisir d'abord toujours d'investir dans leur commandement dans un cérémonial militaire les officiers. L'un d'entre eux, je le connais depuis quelques années, en effet, nos carrières se sont déjà croisées et donc je fais confiance à l'un comme à l'autre et je leur souhaite grande réussite au service de nos concitoyens de Guadeloupe. De tuer sur les routes de Guadeloupe, c'est une triste réalité malheureusement et c'est quelque chose qui nous oblige au quotidien dans nos missions, puisque l'escadron départemental de sécurité routière, comme son nom l'indique, c'est de lutter contre l'insécurité routière et de permettre à chacun de pouvoir se déplacer en toute quiétude sur les routes. Et c'est d'autant plus vrai en Guadeloupe où l'accidentalité est importante, le nombre de tués cette année est conséquent et donc nos missions quotidiennes sont bien évidemment de lutter contre les infractions qui pourraient être les plus graves, mais aussi de sensibiliser les gens aux petits gestes du quotidien qui pourraient leur permettre de se mettre moins en danger sur la route. Voilà. Les missions, elles demeurent compliquées parce qu'on a une exigence de sécurité tout simplement. Mais chacun des militaires qui composent la compagnie est pleinement motivé pour remplir ces missions. Elles sont de tout ordre, évidemment. C'est la lutte contre l'insécurité routière à laquelle on participe en lien avec l'escadron départemental de sécurité routière. Raison pour laquelle la cérémonie aujourd'hui conjointe entre nos deux forces
donne pleinement image de la coproduction de nos deux forces. Mais c'est aussi la lutte contre la délinquance de proximité, les incivilités, comme vous l'avez dit, et également une action que j'entends engager, qui a déjà engagé, mais que j'entends encore développer, de partenariat, de coproduction avec les élus, parce que la gendarmerie ne peut pas agir seule, c'est évident. Donc il y a un vrai travail de prévention à réaliser, et j'arrive avec beaucoup de détermination et beaucoup d'enthousiasme pour remplir l'ensemble de ces missions au profit de la population de Guadeloupe. 32 décès, alors on peut toujours se dire que c'est moins que l'année dernière à la même date, c'est à peu près la même chose qu'il y a 2 ans. On ne peut pas s'en satisfaire évidemment, donc c'est pour ça qu'on continue beaucoup à travailler, c'est ce que je disais, il y a beaucoup un travail à faire de prévention, de sensibilisation. Aujourd'hui c'est la rentrée universitaire, il y aura un atelier de sécurité routière pour les étudiants qui rentrent à Fouillol ou ici au Camp Jacob à Saint-Claude aussi. Voilà, ça fait partie de toutes ces actions que nous voulons conduire pour que chacun se rende bien compte que en responsabilité, quand on prend la route, ça peut être dangereux, donc il faut faire attention. À noter que le Premier ministre Elisabeth Borne a annoncé le déblocage de 15 milliards d'euros pour le recrutement de 8500 policiers et gendarmes afin de lutter notamment contre l'insécurité et les violences. Une annonce faite au 3e anniversaire du Grenelle de lutte contre les violences conjugales. Et en Guadeloupe, la parole se libère et les forces de l'ordre s'organisent pour améliorer la prise en charge des victimes. On fait le point. T'as mis quoi dedans? T'as voulu m'empoisonner, c'est quoi? Comment ça t'as rien mis? Comment ça t'as rien mis? Eh ben goûte. T'es sérieux là? Tais-toi, ferme ta gueule. Tu fermes ta gueule, tu baisses tes yeux. Depuis le Grenelle de lutte contre les violences conjugales qui s'est déroulé en 2019, nous avons eu de grandes avancées, en tout cas en ce qui concerne l'accompagnement et la prise en charge des victimes de violences conjugales, puisque nous avons un accueil spécifique pour les victimes de violences conjugales au sein du commissariat de Pointe-à-Pitre. Nous avons eu également la mise en œuvre et la mise en place effective des intervenants sociaux en brigade de gendarmerie. Donc Guadav emploie des intervenantes sociales en gendarmerie qui interviennent sur toutes les brigades de gendarmerie du territoire de la Grande Terre. Donc ce sont des professionnels du social qui sont là vraiment pour accueillir au sein des brigades et pouvoir apporter des informations précises et diagnostiquer les problématiques des victimes de violences conjugales. Depuis 2018, on a une forte augmentation des violences conjugales. Pour vous donner un ordre de grandeur, on était environ à 368 faits portés à notre connaissance en zone police en 2018. On est passé en 2021 à 620 faits, c'est-à-dire qu'on est à plus de 63% d'augmentation. Pour ça, plusieurs choses. Certainement que les confinements successifs, ils sont aussi pour beaucoup pour quelque chose. Vous avez aussi une libération de la parole où il est plus facile de venir dans un commissariat pour dénoncer des faits inadmissibles. Pour ce qui est de la police, on avait vraiment ce problème de l'accueil des victimes. Parce que tout commence effectivement, vous savez, les violences se passent toujours dans des lieux clos. Et si la parole n'est pas portée à notre connaissance, il est difficile d'avoir, alors qu'on sait qu'il y a des violences. Les voisins entendent et il y a comme une loi du silence qu'il faut absolument essayer. Je crois que c'est aussi ce qu'a apporté le Grenelle, cette façon de pouvoir plus librement venir dans un commissariat pour porter à notre connaissance des faits, encore une fois, inadmissibles. Il y a des éléments à mettre en place parce que ce fléau des violences conjugales ne pourra être réglé uniquement en se focalisant sur les victimes. Il est important également de s'occuper des auteurs et nous saluons effectivement la présence sur le territoire d'une structure qui vient justement prendre en charge ces auteurs, les accompagner, essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ces personnes arrivent à frapper plutôt que parler et travailler avec eux sur comment enrayer ce fléau qui ne cesse de faire du mal. Un reportage signé Nicolas Hachi. Maintenant, donnons la parole à Jacques Davila, secrétaire général du comité de l'eau, qui remet en question la gouvernance de ce syndicat en charge de la ressource. Pour lui, le président de la structure, M. Francisque, n'est pas assez au fait des dossiers et pas à la mesure de la tâche. D'ores et déjà dans le rouge, le syndicat risque de perdre un prêt de 25 millions d'euros pour sa mise à flot. On l'écoute. Effectivement, c'est très simple. Quand on entend son discours et que l'on voit le résultat, on s'aperçoit qu'il n'a pas du tout le langage précis
qui exige une fonction de cette importance à ce niveau. Par exemple, quand il parle de financement du fonctionnement, ce n'est pas vrai. Ce dont il a besoin, c'est de fonds de roulement pour une jeune entreprise qui démarre. Ça, c'est une chose. Ensuite, on s'aperçoit qu'il y a énormément de dysfonctionnements sur un an, des problèmes qui auraient dû être résolus. Nous aurions dû avoir, comme je le dis, un véritable pacte social avec le personnel pour résoudre bien des problèmes. Il aurait dû avoir de la cohérence et de la coordination. Il aurait déjà dû avoir un directeur général qui soit le commandant en second de cette opération, de ce syndicat mixte, ce qui n'est pas le cas. Nous allons bientôt avoir un quatrième parce qu'il est impensable que le directeur général, expulsé, réintégré par décision de justice avec une interprétation abusive du président, que ces deux personnes-là s'entendent. On ne peut pas arriver à des tels degrés de dysfonctionnement. Et on s'aperçoit que quand nous avons des anomalies juridiques entre le contrat de prêt, les deux contrats de prêt de 25 millions et les clauses de garantie des collectivités majeures que sont le Conseil régional et douanier, où il y a 5 omissions, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui veut dire, nous avons de grandes chances que très prochainement, si la Caisse des dépôts et consignations, l'Agence française de développement et la Banque des territoires le décident, eh bien, ils se retrouvent sans les 25 millions du prêt. Donc, ça veut dire que le SMGAG est en état de liquidation. Ensuite, dans toutes ces interventions, on s'aperçoit que tout est beau, tout est bien quand le Guadeloupéen faut s'entendre. Nous n'avons pas cessé d'être Guadeloupéens. La commission de surveillance et tous les usagers qui sont partie prenante et prégnante au système. La plupart des usagers ne demandent qu'à payer de factures. Il ne faut pas les accuser de n'importe quoi parce que la plupart des factures ne sont pas émises et toutes les factures émises sont insincères pour des questions d'octroi de mer et de TVA. La première, c'est qu'immédiatement, l'on met une équipe de gens vraiment compétentes, voire expertes, avec ce qu'on appelle un véritable monitoring, c'est-à-dire de l'assistance pour aider, parce que ce n'est pas cohérent ce qui est en train de se passer. Il faut de la poigne, de la compétence pour diriger, parce qu'on ne s'improvise pas dirigeant, manager d'une entreprise qui va faire 150 millions de chiffre d'affaires, théoriquement, et qui doit investir sur les années à venir 2 milliards d'euros. L'investissement, c'est une chose, le fonctionnement, c'est autre chose. Il faut que les Guadeloupéens reprennent confiance dans leur service de l'eau et de l'assainissement. Plus, il faudra arriver rationnellement à un service universel, c'est-à-dire que nous gérons aussi l'eau brute et l'eau agricole, parce qu'on fabrique de l'eau potable à partir de l'eau agricole qui elle-même est partie à partir d'eau brute. Si on n'est pas cohérent avec nous-mêmes, comment voulez-vous que ça fonctionne? Ensuite, il faut qu'on apprenne à traiter avec équité et respect les uns et les autres, car aujourd'hui, nous constatons que les mêmes errements des anciens ordonnateurs sont repris et qu'il n'y a aucune sanction. Aucun système politique, administratif, économique ne fonctionne s'il n'a pas des sanctions et des récompenses. Il faut récompenser à due proportion, il faut sanctionner à due proportion. Et maintenant, parlons des travailleurs indépendants. Et à cet effet, je reçois Nathalie Apché, qui est présidente de la commission d'action sociale au CPSTI Antilles-Guyane. Elle est en compagnie de Jean-Luc Myrta, qui lui est président de ce conseil de protection sociale des travailleurs indépendants. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous décrire les missions effectivement de ce CPSTI auprès de nos indépendants? Quelles sont-elles? Alors la mission du CPSTI qui a été créée suite à la réforme de la protection sociale des indépendants le 1er janvier 2019, ce CPSTI est en charge de vérifier et de faire attention à ce que la protection sociale des travailleurs indépendants soit respectée en fonction des règles et le service public, le service rendu par les organismes qui collectent et qui, récupèrent les cotisations et concernant la cotisation, donc la retraite, la maladie, puisqu'on a intégré depuis donc le 2020 les CGSS. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de rectifier justement les erreurs induites sous l'ancien régime RSI et tous les dysfonctionnements que ça engendrait? Alors moi j'ai envie de dire non, c'est vraiment pas ça. Effectivement, au temps du RSI on s'est plaint, mais donc il y a eu une réforme et le CPSTI est tout autre.
Au temps du RSI, le RSI lui-même était indépendant avec son propre budget et sa propre politique. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Le CPSTI, par exemple, nous sommes CPSTI Antilles-Guyane. Nous n'avons pas de cadre juridique, on dépend du CPSTI national. Donc, au régional, dans toutes les régions de France et de Navarre, il y a un CPSTI qui, elle, veille au grain, mais juridiquement, c'est le CPSTI national qui chapeaute un peu le tout. D'accord. Voilà. Quel est le rôle, effectivement, de la commission sociale, finalement? Alors, la commission d'action sociale a un rôle majeur, en ce sens que les travailleurs indépendants sont comme tout le monde, hein, comme vous et moi. Les accidents de la vie, ça existe. Et à cette occasion, il faut que le travailleur indépendant de Guadeloupe, par exemple, sache qu'il n'est pas seul. Il peut faire appel via la CGSS Guadeloupe ou via son espace ursaf.fr. Il peut faire appel à nous afin de l'aider à passer ce cap difficile. Ça peut être quoi? Pour l'organiser dans ses démarches, lui faciliter justement cet aspect administratif? C'est plutôt pour l'aider, par exemple, à faire face au paiement de ses cotisations. Admettons qu'il tombe malade, il sait qu'il peut se tourner vers la commission d'action sociale du CPSTI afin de l'aider à payer ses cotisations. Il peut aussi être victime d'un incendie. Et à ce moment, il peut aussi faire appel à nous dans le cadre d'une AFE, une aide financière exceptionnelle. Et là, on peut également l'aider à passer ce cap compliqué. Voilà, l'intérêt est qu'on lui permette de maintenir son activité et de faire face justement à cette difficulté qu'il rencontre à ce moment-là. Monsieur Myrtin. Oui, donc faut parler aussi des retraités qui peuvent être aidés. Le départ à la retraite, il y a des aides. À la retraite. Voilà, donc le travailleur indépendant qui souhaite partir à la retraite mais qui a des difficultés peut prendre attache avec la CGSS de son territoire, la CGSS de la Guadeloupe pour les Guadeloupéens, et faire une demande d'aide de départ à la retraite auprès de la CAS du CPSTI Antilles-Guyane. Est-ce qu'on peut dire que le régime RSI est aussi bénéfique pour les usagers que le régime normal? Ça s'équivaut, c'est mieux, c'est moins bien? Alors, on ne peut pas comparer. C'est-à-dire que la CGS, les travailleurs indépendants qui ont intégré le régime général sont effectivement des assurés comme tous les autres assurés, mais avec un dispositif spécifique aux travailleurs indépendants. On ne traite pas un travailleur indépendant comme on traite un assuré lambda. Voilà. Mais ça reste avantageux pour eux dans tous les cas. Alors, parce qu'on reste sur les mauvais souvenirs quand même. Il y en a qui restent sur les mauvais souvenirs du RSI. Les erreurs de traitement, ça pouvait être compliqué. Il faut dire qu'effectivement, ça a été un peu amélioré dans la phase où on est plus au courant des aides, on est plus considéré. Et ça, c'est un combat de tous les jours. C'est pour ça qu'on est venu en Guadeloupe, et on vous remercie, pour pouvoir dire aux travailleurs indépendants guadeloupéens que ce n'est pas que la CGSS et le CPSTI, et comme vous le dites, le RSI, c'était pas juste payer vos cotisations, c'est maintenant aussi, je peux vous aider, venez nous voir, quel que soit le problème. Et nous nous occupons de votre protection sociale. Voilà. Donc vous organisez vraiment tout ce qui est aspect protection sociale de ces travailleurs. On veille à ça, oui. Donc vous avez été élu à la présidence justement en février dernier, vous me le disiez. Quel profond changement vous allez apporter? Des traitements plus rapides? Alors, justement, c'est une très bonne question, parce que, si vous voulez, l'ancienne mandature, faut savoir, comme je vous ai dit, ça a été mis en place en janvier 2019. Réellement, janvier 2020. C'est-à-dire en organisation. Comme c'était une réforme, donc il a fallu le temps de comprendre, d'appréhender les choses, etc. Et aujourd'hui, cette nouvelle équipe va, d'une part, faire savoir qui est un travailleur indépendant, parce que certains ne le savent pas, qui sont travailleurs indépendants. Deuxièmement, savoir... Encore beaucoup de récalcitrants, ceux qui ne veulent peut-être pas... Non, pas du tout, pas du tout. Ceux qui ne savent pas, qui sont travailleurs indépendants. J'ai rencontré des infirmières qui ne savent pas, qui sont infirmières libérales du moins, qui ne savent pas qu'ils sont des travailleurs indépendants. D'accord. Donc, informer, communiquer
et faire savoir qu'à travers la présidente de la CAS, Madame Apché, que les aides existent. C'est plus comme avant. Il y a des aides qui existent pour nous aider, surtout les travailleurs indépendants anti-Guyane, qui n'ont pas la même ADN que les travailleurs indépendants de l'Hexagone. Ce sont des enveloppes qui sont fixes ou bien tout va dépendre de l'activité du travailleur indépendant? Alors, les enveloppes sont fixées par l'Hexagone, donc le CPSTI national, mais vous avez des enveloppes spécifiques pour la Guadeloupe, spécifiques pour la Martinique et la Guyane. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en Guadeloupe, on a à peu près 32 000 travailleurs indépendants, 20 000, c'est ça? 22 000 en Martinique et 10 000 en Guyane. Donc on ne peut pas donner la même enveloppe à la Guyane que la Guadeloupe. Donc, mais en moyenne, pour un travailleur indépendant, est-ce qu'il y a un montant qui est établi? C'est en fonction à peu près non, mais c'est en fonction de l'aide qu'ils demandent, puisqu'on a 11 aides. Ah, quand même? Ah oui. Ouais, un gros panel d'aides. Donc il y a 4 aides par rapport au couvrement, et puis il y a d'autres par rapport à la maladie, par rapport à la retraite. Et on peut les cumuler, ces aides? Alors, il faut se rapprocher parce que ça dépend. Certaines oui, d'autres non. Donc ce sera vraiment du cas par cas? Tout à fait. Et nous, on souhaite faire du cas par cas. Parce que si vous voulez, nous, la commission d'action sociale, ce sont aussi des travailleurs indépendants qui analysent en fonction de l'activité, en fonction de l'environnement du travailleur indépendant. Pas de sa société, de lui-même. Nous, c'est la protection sociale du travailleur indépendant et pas de l'employeur. Donc ils auront des conseillers attitrés? Attitrés, non. Nous, le conseil, la CAS, c'est 6 ou 8 conseillers qui examinent les dossiers qu'on nous propose, anonymes. De manière anonyme, oui. De manière anonyme. Je ne sais pas que c'est monsieur Untel qui a présenté le dossier, mais je l'analyse comme il faut. Pour rester équitable, finalement. Tout à fait. Exactement. Alors, si on veut avoir de plus amples renseignements ou si les travailleurs indépendants souhaitent se rapprocher de vous, comment font-ils? Alors, c'est très simple. Nous sommes aujourd'hui en Guadeloupe. Les travailleurs indépendants de Guadeloupe, s'ils ont besoin de notre aide, s'adressent à leur CGSS Guadeloupe ou alors passent par leur espace personnel sur le site ursav.fr. Donc on peut passer par la CGSS pour avoir une idée justement de toutes les aides disponibles par le biais du CPSTI. C'est bien ça. Et le mot Je voudrais juste rajouter justement une chose. Il faut savoir aussi que les CGSS ont des médiateurs, mais le CPSTI Antilles-Guyane en nommé aussi un médiateur dans chaque territoire. Ça veut dire que lorsqu'il y a une difficulté, il y a aussi un médiateur en Guadeloupe qui est capable de pouvoir aider un travailleur indépendant. À résoudre son problème. À résoudre son problème. Vous voulez maintenir les activités à flot? Il faut. Parce que le travailleur indépendant est un maillon essentiel de l'économie guadeloupéenne. Oui, puisqu'on dit qu'on doit créer son activité de plus en plus, qu'on ne doit pas forcément attendre sur un emploi salarié. Donc effectivement, couvrir au maximum ce type d'emploi, ça peut être une bonne solution pour l'avenir. Et si je peux faire un message à l'ensemble des institutions et des organismes en Guadeloupe, sachez qu'un travail indépendant, effectivement, comme dit Nathalie, est essentiel à l'activité économique guadeloupéenne, mais aussi au bien-être des Guadeloupéens. Lorsqu'on a un problème, on demande un problème d'eau, on appelle un plombier. C'est un travailleur indépendant. Lorsqu'on a envie de sortir danser, on va chez un coiffeur. C'est un travailleur indépendant. Et qu'on veut acheter pour le 14 février de belles fleurs pour son épouse, c'est un travailleur indépendant. Voilà. Ce message-là, je veux qu'il soit entendu et compris. Merci beaucoup en tout cas à vous d'être venus sur ce plateau pour nous parler justement des opérations effectuées par le Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants qui vous présente, qui propose un panel quand même de 11 aides qui sont disponibles. Merci encore. Merci. Et on se rend à l'Université des Antilles pour le village de la sécurité routière où les jeunes ont pu tester par exemple des lunettes qui leur donnaient l'impression d'être alcoolisés. Regardez. C'est extrêmement important puisque s'est rendu compte qu'on n'était pas présent, en tout cas pas assez auprès des jeunes et notamment pas à l'université. Ça fait donc suite aux assises de la sécurité routière et on a signé un partenariat avec l'université afin de mieux sensibiliser la jeunesse sur les risques de la route. Malheureusement, comme vous le savez, les jeunes font partie des victimes et des nombreuses victimes de la route en Guadeloupe, qu'il s'agisse de tués
ou de blessés. Être présent à l'université, c'est passer un message de prévention, passer un message également sur l'équipement. On a derrière nous un 2 roues. Il faut que les jeunes apprennent à s'équiper, portent des gants, c'est obligatoire. Ça peut sauver des vies, porter un casque également. Tout d'abord, ces jeunes-là, sachant que quand ils ont le permis maintenant, c'est 0,2 grammes. Donc ils ont moins de chance et carrément pas de chance si jamais ils boivent au moins une bière. Parce que les bières maintenant, le minimum c'est 4%, voire ça monte à 21 maintenant, c'est grave. On est dans une des bières où on se demande où on va. Et bien c'est pour leur montrer les effets du cannabis, d'abord sur la vision et sur la conduite automobile, et les effets de l'alcool de nuit. Parce que nous on fait souvent de jour, mais on nous a fait tester de nuit avec 0,5 g de sang dans l'alcool. Donc pour les jeunes c'est déjà outrepassé. Mais pour nous, les anciens, c'est déjà, on est quand même en infraction. Franchement, c'est bizarre. On dirait vraiment qu'on est alcoolisé. C'est vraiment génial, c'est vraiment réaliste. C'est fait pour vous mettre dans des conditions d'être alcoolisé, pour que vous sachiez que l'alcool est un danger. Et qu'il ne faut pas utiliser l'alcool quand vous êtes piéton, quand vous êtes sur un 2 roues et quand vous conduisez une voiture. Vous comprenez ? Et en évitant cela, vous évitez une catastrophe et vous évitez d'être accidenté. C'est très important, ça permet aussi de voir, d'avoir une idée, même s'ils ne conduisent pas, même s'ils disent que je ne bois pas, de savoir que les amis ou amis avec l'IES qui vont boire et qui vont prendre la voiture peuvent avoir des réactions et des conduites très graves. Et ensuite, les dangers que ça peut créer, parce que si vous avez un accident alcoolisé, les assurances ne s'occupent plus de vous, ils vous laissent tranquille, on vous abandonne. Donc, pour dire aux gens, attention, tu peux consommer de l'alcool chez toi, mais dors chez la personne ou dors chez toi sans prendre la route. La ville de Petit-Bourg, elle honore Anita Blaz et les champions issus de ce territoire. Et la collectivité entend produire plus de talents en accordant des bourses aux sportifs prometteurs. Le reportage. C'est avec un grand honneur, au nom de la ville de Petit-Bourg, que je te remets ce beau cadeau. Et je crois que tu es convaincu que la ville de Petit-Bourg, c'est un bon terreau pour les champions. Donc, continue et nous œuvrons en ce sens pour toi. Nous sommes à la mairie de Petit-Bourg et nous avons voulu honorer les champions de Petit-Bourg qui se sont fait marquer sur le niveau international. Et c'est important pour nous de les honorer avant qu'ils repartent dans leurs activités, soit professionnelles ou qu'ils repartent vers la reprise de l'entraînement dans la perspective des Jeux Olympiques qui approchent. Oui, une Bémarossienne qui a bien pris le soin de préciser que de sa petite enfance, ils ont fait le choix de Petit-Bourg pour devenir championne. Et Petit-Bourg a fait d'elle une championne et aujourd'hui une vice-championne du monde. L'expérience à l'école d'escrime de Petit-Bourg est une expérience très concluante pour de nombreux jeunes. Et Madame Blaz est un exemple typique de ce que nous pouvons produire. Petit-Bourg, territoire de champions, terre de champions, que l'on soit de Pointe-à-Pitre, des Abîmes ou d'ailleurs, quand on vient à Petit-Bourg, on devient un champion. C'est un monument. Barbara, c'est un monument. Et pour pouvoir être créateur d'autant de champions et ensuite être reconnu par la Fédération française, ce n'est pas rien. Et que, en fait, la population de Petit-Bourg doit être fière de cela, mais les employés de la ville de Petit-Bourg devraient être encore plus fiers. Absolument. On a pour habitude de dire la ville qui bouge. On a pour habitude de dire la ville verte. Et j'étais étonné, surpris de constater que ailleurs à Petit-Bourg, ailleurs en Guadeloupe, que nous étions tout simplement reconnus aussi comme une terre de champions. Aujourd'hui, nous marquons le coup parce que nous voulons non seulement honorer les jeunes aujourd'hui, mais surtout être dans la perspective, être dans la préparation de l'avenir. Et c'est vrai que notre commission des sports est en train de travailler sur une convention qui nous permettra d'accorder une bourse à peu près 7 ressortissants de Petit-Bourg, de nos clubs de Petit-Bourg, et qui sont potentiellement des champions olympiques demain. Donc nous voulons participer à cette aventure-là. Et ils pourront compter sur l'accompagnement financier de la ville de Petit-Bourg. Il y a encore de belles récompenses que tu vas nous ramener encore à Petit-Bourg. J'espère. Voilà. Félicitations.
Un reportage signé Vianney Valverde. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Notez avant de se quitter que les signataires de l'appel de Fort-de-France sont en ce moment à Paris. Ils doivent rencontrer le président de la République demain. Ils parlent effectivement d'une rencontre où ils devraient s'exprimer d'une même voix. On parle peut-être de boycott aussi de M. Letchimy, on ne sait pas encore. On verra comment tout ça se goupille, mais a priori, il y aura beaucoup de députés présents, en fait, énormément. Et il semblerait que le président passe juste les saluer, a priori. On verra en tout cas comment ça se passe. Merci en tout cas pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Ce soir, on va parler un petit peu du PSG et de cette affaire d'écologie. Vous avez entendu un petit peu l'intervention de l'entraîneur et celle de Kylian Mbappé au sujet de l'utilisation des jets privés en cette période de fin d'abondance. Ça n'est pas très bien passé au niveau de l'opinion et surtout au niveau des écolos. D'ailleurs, il y a une manifestation devant le Parc des Princes ce soir, hein. Ils perdent pas de temps. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à la team des infos, à Fabien Média 97, à Odile Zingilet, à Joël Bazit, à Marie-Hélène Borès, à Johanna Bon, à Mouton Lucide, à Grande Gueule, à Lina Wild, à Patricia Jacquet Crétide, à Rulé Bronston Style Steve, à Jocelyne Tessonneau, bonsoir à Katia Gloiras, bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Maggie Delaney, bisous Maggie, enfin j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve après la pub.